Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Honoré Beghem avec qui on va déconstruire les secrets de la publicité Facebook. Salut Honoré, comment ça va ? Salut Caro, je suis super honoré d'être invité. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais non, je savais pas que c'était ton anniversaire. J'ai trop honte, je te l'ai même pas souhaité. Pardon. Pour tous ceux qui écoutent le podcast, du coup, je vais essayer de le diffuser très vite. Comme ça, vous pourrez encore envoyer un petit message d'anniversaire à Honoré. Première question, est-ce qu'on peut encore dire publicité Facebook ou est-ce qu'il faut dire publicité méta maintenant ? On dira plutôt en fait de la publicité méta parce que bon, méta, avant qu'on disait en fait de la publicité Facebook, les gens ne savaient pas qu'il y avait Instagram en fait qui était inclus. Mais aujourd'hui, si on dit en fait de la publicité méta, ça revient à Facebook et Instagram. Donc c'est plus clair et c'est plus fluide en fait comme ça. Et c'est un très bon rappel pour ceux qui nous écoutent quand on parle de publicité Facebook. C'est la régie Facebook qui a du coup également la main mise sur Instagram. C'est le même groupe. Donc aujourd'hui, c'est ça dont on va parler ensemble. Première question pour toi. Qu'est-ce qui influence le coût d'une publicité, du coup, méta, Facebook ou Instagram? Les facteurs en fait qui influencent en fait la publicité sur Facebook en fait sont un peu nombreux. Mais là, moi, j'essaie en fait de les regrouper, disons, en 8. Donc, premièrement, je dirais en fait la qualité de la publicité. À ce niveau, en fait, je vais parler en fait de l'engagement et surtout en fait l'intérêt. Plus la publicité vraiment génère de l'engagement et de l'intérêt, plus en fait son coût d'acquisition sera plus bas. Et du coup, ça serait plus intéressant en fait pour une personne qui lance de la publicité. Deuxièmement, le deuxième facteur, c'est vraiment le placement. Donc, quand je parle en fait de placement, c'est-à-dire que où on verra en fait ta publicité. Et du coup, pour un placement en fait dans le feed, c'est-à-dire que dans le fil en fait d'actualité, Facebook et Instagram, le coût est plus élevé que en fait les placements au niveau des stories. Le troisième, je dirais en fait la taille en fait de l'audience, parce que au niveau de Facebook, quand on lance de la publicité, on a la possibilité de décider en fait quel est le nombre de personnes qu'on aimerait en fait toucher. Donc on peut cibler en fait et donc déterminer la taille. Donc plus la taille est grande, en fait plus le coût publicitaire est bas. Donc, quatrième facteur, je vais parler en fait de la note de la page. Chose en fait que plusieurs personnes ignorent, c'est que quand vous avez en fait une page Facebook, vous avez en fait une note en se basant sur les avis que vous obtenez, vos interactions, vos réponses en fait aux personnes quand les personnes vous envoient en fait des messages en DM. Du coup, en se basant sur ces facteurs, Facebook vous donne en fait une note. Cette note influence en fait au final vos publicités. Cinquième facteur, je vais dire en fait la saisonnalité. On verra en fait que les coûts d'acquisition sont très élevés pendant les périodes de fête comme actuellement, alors que pendant les autres périodes en fait de l'année, c'est relativement plus bas et puis plus intéressant. Sixième facteur, je vais parler en fait de l'objectif en fait de la campagne. Donc, comme je disais en fait au début avec Caroline, en fait, il y a plusieurs objectifs de campagne. Et du coup, on peut choisir en fait les objectifs en fait de vue, on peut choisir en fait les objectifs en fait d'engagement. Quand on choisit en fait un objectif de conversion, en fait, le coût d'acquisition est plus élevé que quand on choisit en fait les objectifs en fait de vue ou simplement en fait les objectifs de trafic. Il y a aussi de la géographie en fait qui détermine. Dans le ciblage, nous avons la possibilité de décider en fait quelle est la zone géographique qu'on aimerait en fait toucher. Publicité par exemple en France, ça coûte légèrement moins cher en fait que les publicités aux États-Unis, simplement parce qu'en fait il y a plus de concurrents aux États-Unis et c'est qui nous ramène en fait au neuvième facteur en fait qui est en fait la concurrence. Donc plus il y a de la concurrence dans votre secteur, plus il y a plusieurs personnes en fait qui font de la publicité, sachant que le coût publicitaire en fait c'est de l'enchère, simplement de l'enchère. Du coup, plus il y a de personnes, plus en fait le coût publicitaire sera élevé. Mais tu nous as déroulé ça, Honoré. Je suis impressionnée. Pour ceux qui sont avec nous, sachez qu'ils regardent même pas tes notes. En vrai, de toi à moi, est-ce que c'est chaud ou pas de faire une bonne pub sur Facebook? Bon, concrètement, pour faire une bonne pub sur Facebook, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Du coup, c'est pas si facile que ça. Du coup, il faut tester. Donc,
Donc, entre nous, je dirais que on ne peut pas prédire. Il faut quand même, en fait, aller et puis tester, voir, en fait, ce que ça va donner, en fait. Tu m'emmènes une question sur un plateau pour ceux qui nous écoutent. Mais comment on teste ce qu'on appelle dans le jargon l'A/B testing ou le split test? Donc, c'est faire en fait différentes campagnes en changeant à chaque fois une variante, un facteur et observer en fait celle qui performe. Et l'A/B testing, tout le monde a un petit peu sa sauce. Il y en a qui le font par 3. En cold email, moi, je sais que j'en fais pratiquement 10. En fait, quelle est ta stratégie à toi pour écrémer quand tu fais de l'A/B testing en publicité? Je vous explique concrètement en fait la stratégie en fait que moi j'utilise à mon niveau. Du coup, pour lancer en fait une publicité de manière globale en fait, je décide en fait de partir sur 3 axes. Ça dit que bon, je choisis en fait 3 audiences donc pour tester. Du coup, à ce niveau, pour chaque audience, donc supposons en fait que je vais faire en fait, je prends un exemple concret vu que ton audience adore en fait des exemples concrets. Donc avec une marque en fait de maté, je ne sais pas si les gens le connaissent en fait ce que c'est que le maté. Donc si je prends en fait cet exemple, donc il y a des personnes qui prennent du maté par exemple parce qu'ils adorent en fait tout ce qui est en fait genre, ce sont des sportifs donc ils s'intéressent à tout ce qui touche en fait leur énergie et tout. Ensuite, je prends par exemple, ce sont les fans en fait de café qui veulent en fait changer en fait de boisson, ou ça peut être seulement des personnes en fait curieuses. Donc ça, ce sont en fait des audiences de personnes que j'aimerais en fait toucher. Maintenant, pour chaque audience en fait, je vais aborder en fait de la thématique différemment. Par exemple, je peux en fait avoir des entrées basées sur en fait le bénéfice ou des entrées basées en fait sur les problèmes. Du coup, ce qui me permet en fait au final de me retrouver en fait, par exemple, je prends le sport, les sportifs. Donc ça veut dire en fait que là, j'aurai en fait 3 sujets. Donc 3 textes publicitaires, 3 créatives en fait, avec des axes en fait de contenu différents. Ensuite, je prends l'axe en fait café, je vais avoir aussi ça également. Et l'axe en fait, pour les gens curieux aussi, j'aurai en fait l'axe en fait de contenu assez différent. Donc, je lance en fait les publicités de manière dynamique pour laisser à Facebook même en fait de tester pour voir en fait c'est quelle est la bonne en fait combinaison. Donc, ce qui me permet après 3, 4 jours en fait de pouvoir voir à travers en fait les résultats dans le Business Manager, donc les statistiques, et pouvoir déterminer quelle est la publicité, la combinaison qui a plus performé. Du coup, en fait, on a tout le temps ce système en fait qui tourne de manière récurrente et qui nous permet en fait d'avoir en fait des publicités gagnantes qu'on pourra en fait passer à tout ce qui est en fait scaling. Ok, donc tu nous dis que tu répartis dans un premier temps par audience, par split d'audience, et dans un deuxième temps, en fait, tu imagines à peu près 3 créatives différentes qui mettent en avant des bénéfices différents. Donc 3 par type d'audience. Donc on est potentiellement sur 9. On se dit 9 campagnes à tester. Du coup, combien de temps tu te laisses pour le test? Et deuxième question qui va avec. Comment tu écrèmes? Est-ce que tu enlèves toutes celles qui marchent pas, par exemple, ou est-ce que, comme moi, je creuse celles qui fonctionnent, je mets un max de blé dessus, celle qui fonctionne pas trop, je la modifie un chouïa, et celle qui fonctionne pas, je la cut. Mais c'est quoi ta technique à toi? Là-dessus, je dirais en fait que moi, je suis vraiment généralement sur 5 jours. Donc, je laisse de la publicité tourner pendant 5 jours. Du coup, ce qui fonctionne, je duplique. En fait, ça, c'est vraiment pour aller directement sur le scaling. Ce qui fonctionne moins bien, en fait, je ne modifie pas. Je laisse juste une question en fait, de temps. Donc, j'ajoute peut-être 2 jours ou 3 jours en fait de test. Maintenant, ceux qui n'ont pas du tout marché, là, je peux modifier ou simplement je coupe. Ok, mais du coup, tu restes toujours sur la même, sur tes 9 campagnes. En fait, tu as toujours un peu tes 9 campagnes qui courent ou pas? Ou à terme, l'idée, c'est qu'il t'en reste 3. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on est dans une seule campagne. Donc, ce que je viens de t'expliquer, en fait, on est dans une seule campagne. Maintenant, dans la campagne, en fait, vu qu'au niveau en fait, de l'ensemble de campagnes, on va en fait choisir, au niveau de l'ensemble de publicité, on va choisir en fait les intérêts. Donc, on va choisir en fait les intérêts, l'audience en fait là-dessus. Du coup, ensuite, en termes de créatifs, comme j'ai dit, plusieurs créatifs, donc ça sera vraiment dans les publicités. Donc, on est vraiment dans la campagne. Et maintenant, à ce niveau, cette campagne, elle tourne en fait tout le temps parce que en fait, ça nous permet en fait de tester. Et ensuite, en fait, il y a des campagnes publicitaires, de retargeting et en fait d'après-achat également en fait qui tournent. Donc, c'est vraiment une structure comme ça à notre niveau. Donc, généralement, dans notre business manager, on est en fait sur quatre
campagne. Donc, une campagne en fait de testing qu'on teste tout le temps. Ça peut être en fait des tests comme je vous ai expliqué. Donc, parfois, c'est vraiment pour aller chercher des audiences, de nouvelles audiences. Parfois, ce sont en fait des créatives qu'on teste. Ensuite, il y a en fait la deuxième campagne vraiment qui est plus orientée vers en fait l'acquisition client. Le troisième qui est plus orienté vers le retargeting. Et le quatrième, c'est en fait post-achat. Canon. Bah, tu sais, là, ça y est, je pense que j'ai compris. Tu me connais, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Et là c'est bon, je crois que je l'ai. Retargeting, juste pour ceux qui nous écoutent, on parle de reciblage publicitaire. Et en fait, c'est aller chercher des gens qui sont déjà, qui ont déjà été touchés une première fois par votre publicité. Et alors, du coup, comment ça se passe depuis les récentes mises à jour iOS notamment? Est-ce qu'il y a un impact sur tes conversions, sur le retargeting, puisque maintenant, on peut de moins en moins traquer les utilisateurs? Il y a certaines conversions qu'on ne peut pas voir en fait dans les statistiques, mais si on a accès à tout ce qui est en fait site internet, on verra en fait qu'il y a ces conversions en fait qui sont là. Mais en termes de précision, je pense que la précision a un peu diminué en fait au niveau de Facebook. Mais aujourd'hui, ce que moi je conseille très souvent, c'est d'être vraiment au natif, quoi. Genre, essayer au maximum en fait d'éviter de sortir en fait de Facebook. Et quand tu dis qu'il y a moins de précision, ça veut dire quoi? Avant, on avait plus de la data. Donc, quand on reciblait les personnes, on avait vraiment des retours sur investissement assez intéressants parce que la précision était plus pertinente. Mais aujourd'hui, je dirais que on perd du genre 30% à peu près en fait de la data. Donc, parfois, tu vas avoir en fait un grand trafic qui arrive en fait sur ton site internet. Mais le souci, c'est que derrière, quand tu fais en fait le truc en fait de reciblage, Facebook dépense moins d'argent simplement parce que en fait la répétition est importante. Là, tu te dis en fait finalement que Facebook n'a pas suffisamment de data et donc ça ne te permet pas d'avoir en fait vraiment une bonne audience en fait à retoucher et surtout la précision aussi au niveau en fait des publicités de lookalike en fait. Demander à Facebook de montrer en fait notre publicité aux personnes qui ressemblent déjà aux personnes qui ont déjà interagi avec nos posts ou bien simplement qui ont déjà interagi avec notre site internet. Quand on lançait des publicités de lookalike, c'était plus facile. On touchait en fait une audience plus grande et plus importante. Mais actuellement, en fait, ça a juste diminué en fait la quantité d'audience qu'on pourra utiliser, on pourra toucher grâce à ces publicités, quoi. Moi, je fais plus du tout de publicité, mais jadis, il y a 4-5 ans, je faisais énormément. J'étais responsable d'acquisition pour une marque et du coup, je faisais que de la publicité et les campagnes lookalike, donc ces campagnes, comme tu le précisais, qui vont chercher des clients qui ressemblent à vos clients, et ben c'était ma botte secrète, c'était le truc qui faisait convertir au maximum dans mes publicités. Il y avait ça qui marchait bien et aussi, en fait, je me souviens, recibler ma base Mailchimp, ma base email. Tous les gens que j'avais en base email sur Mailchimp, sur Shopify, je sais plus, mais j'avais la possibilité de les uploader dans la régie et Facebook allait chercher les contacts associés. Et ça, c'était hyper puissant aussi. Je sais pas si on peut toujours le faire. Bien sûr, bien sûr. Actuellement, on peut toujours en fait apporter en fait une base de données et l'uploader à travers Facebook. Mais le souci, c'est que actuellement, il y a beaucoup en fait de vérifications sur ton compte Facebook. Ton compte business en fait n'est pas. Bon, si c'est un nouveau compte, il peut avoir en fait des soucis, mais si c'est un ancien compte, je pense que ça va facilement passer. Actuellement, il y a plus de vérifications qu'avant, c'est tout. Ok, canon. Ouais, c'est vrai qu'on entend toujours des sales histoires avec, tu sais, le fameux. D'ailleurs, ça m'était arrivé à l'époque quand tu te fais bloquer aussi ton compte Facebook et que tu as tes campagnes qui tournent. Et je suis restée comme ça pendant 1 mois. Et en fait, personne n'avait la main sur les campagnes à part moi. Et mon profil, en fait, s'est bloqué. Une sombre histoire de téléphone volé. Le truc qui m'arrive une semaine sur deux, comme tu sais. Mais donc, du coup, voilà, effectivement, les comptes Facebook bloqués ou bannis, c'est un peu l'enfer quand on est responsable d'acquisition. En tout cas, une grosse question que j'entends aussi souvent. Si demain, là, toi qui fais que de la publicité pratiquement, si demain, là, on te donne un petit pécule, je sais pas, ce serait quoi le budget minimum pour se lancer? Ça, c'est vraiment une question compliquée à répondre. Ah merde. Concrètement. Mais bon, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est juste que il n'y a pas, en fait, de budget minimum qu'on va dire, en fait, que, OK, ça, c'est vraiment le budget minimum. Ce qui aussi qu'il faudrait que les gens mettent dans leur tête, c'est que Facebook, la publicité, en grosso modo, c'est comme de l'investissement. Donc, soit on le fait bien et on a la possibilité de gagner demain,
ou soit on le fait mal et puis on perd en fait notre budget. Donc moi je dirais en fait que le budget minimum que tu peux mettre en fait là-dedans, ça va dépendre en fait du budget minimum que tu es prêt en fait à perdre. Donc souvent les personnes qui posent cette question sont les personnes qui commencent ou bien qui n'ont jamais encore lancé en fait de la publicité Facebook. Et moi en fait ce que j'allais dire en fait simplement, s'ils veulent évaluer le coût minimum en fait qu'ils peuvent mettre en fait dans la publicité, c'est de se dire aujourd'hui c'est quoi votre coût d'acquisition. C'est-à-dire que aujourd'hui en fait un client que vous avez en fait ça vous coûte combien. Même si ce sont en fait juste, vous pouvez en fait évaluer, même si vous n'avez jamais fait de la publicité, vous pouvez évaluer, vous pouvez vous dire, OK, même quand je passe le temps à appeler les gens ou je fais ça, bref, ça me coûte genre 5 euros ou 10 euros. Du coup, vous vous dites, OK, s'il faudrait en fait que je lance de la publicité, je vais dire, OK, je vais tester en fait sur 3 publicités ou bien 4 publicités. Donc, je multiplie simplement. Donc, en termes plus clairs, ça dit que si je prends par exemple une publicité que je vais lancer, je me dis, OK, le coût publicitaire, donc le coût en fait d'achat d'un produit, par exemple, je suppose, pour vendre en fait mon cahier ou bien mon stylo, ça me coûte en fait 5 euros pour avoir en fait le client. Donc, je me dis, OK, pour tester, j'aurais besoin en fait de tester en fait trois créatives ou 4 créatives. Du coup, comme ça, je dis simplement en fait que mon coût minimum que je pourrais en fait mettre là-dedans pour garantir au moins en fait un minimum de résultats, ça sera en fait 4 fois en fait comment on appelle le coût du client. Donc, ça te fera en fait 20 euros. De base, je cherchais juste un chiffre pour te poser ma question d'après, mais j'adore. C'est le professeur. Le professeur est inarrêtable. Ça se sent que c'est ton anniversaire. Là, tu donnes tout. C'est top que tu nous aies partagé ta méthode. Moi, je dis toujours aux débutants qui se lancent que c'est comme la crypto, mais seulement ce que tu es capable de perdre, dans le sens où tes premières campagnes, tu es en train d'apprendre et tu payes aussi pour un apprentissage. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un truc trop canon que peu de juniors font encore, c'est dire j'ai envie d'apprendre. Pour apprendre la publicité, ça sert à rien de lire les bouquins, ça sert à rien de juste consommer les carousels, aussi excellents soient-ils, de honorer. Il faut pratiquer. Donc en fait, moi je vois assez peu de juniors qui se disent j'ai envie d'apprendre et qui disent à des clients, je vous prends gratuitement, donnez-moi de l'argent à dépenser en publicité et on apprend ensemble. Parce qu'en fait, que tu sois côté exécutant quand c'est toi qui dois faire la campagne ou côté client, il y a une phase d'apprentissage qui est incompressible avant que tes publicités elles commencent à cartonner. Donc quand c'est des ultra débutants, des gens qui viennent de se lancer, qui me demandent le budget minimum, je leur dis toujours comme la crypto, ce que tu es capable de perdre parce que c'est le coût de l'apprentissage pour vraiment commencer à performer après. Et ça peut aller très vite, par contre, une fois que tu as craqué le truc, que tu as craqué le bon message, la bonne audience, et puis que c'est le bon canal pour toi pour vendre ce produit. Imaginons que demain, je te donne un budget minimum. Donc, on n'a toujours pas le budget minimum. On va pas refaire un tour. On va dire, imaginons que demain, je te donne 1500 euros à mettre dans de la publicité. Comment est-ce que tu fais ton choix par rapport aux différents canaux ? Est-ce que tu la mets sur Snapchat? Est-ce que tu la mets sur Instagram, sur Facebook? Sachant que j'ai pas défini le produit ou le service exprès pour que nos auditeurs ils puissent vraiment se projeter. En fait, c'est quoi tes éléments décisionnaires? Qu'est-ce qui rentre en compte dans le choix d'un canal pour faire de la publicité? Si en fait c'est un produit, moi perso, je privilégie d'abord en fait l'organique. Du coup, si au niveau organique c'est bon, donc s'il faut maintenant aller chercher en fait l'acquisition client, donc si ces personnes, si c'est 1500 leur budget de base, moi je vais plutôt en fait les orienter vraiment plus en fait sur le marketing d'influence avec les mini-influenceurs et faire vraiment de la masse et ensuite faire du retargeting et puis voilà, rentabiliser en fait leur budget. Mais si on veut là, en fait, vraiment dire, OK, par rapport aux plateformes, au départ, je vais en fait partir vraiment sur un truc de, disons, 50 à 60% sur Facebook, donc en mode testing. Après, toutes les autres plateformes, en fait, qui restent. Donc, il y a en fait Pinterest, il y a en fait Snapchat, il y a TikTok. En fait, je vais essayer en fait de repartir en fait le reste là-dessus. Donc, disons qu'on est en fait vraiment sur un budget quotidien. Disons, on va rester en fait dans un budget quotidien en fait de 85 euros. Donc, on va les tester pendant en fait une période pour pouvoir voir c'est quelle plateforme en fait qui sera vraiment rentable pour nous parce que là, on n'est pas dans cette histoire en fait de vente, mais on est vraiment plus orienté vers le côté en fait rentabilité dans le sens où quand on va tester les plateformes, on va se rendre en fait compte de la plateforme en fait qui est plus rentable. On met plus de paquets là-dessus. Si c'est sur Facebook on a en fait des ROS en fait de x2, x3, alors que sur Pinterest simplement on se retrouve avec des ROS x4, x8, on part sur là-dessus en fait.
Donc, au départ, moi, je dirais en fait d'être ouvert, d'aller en fait sur les autres plateformes, mais de ne pas en fait dépenser énormément. Mais l'objectif, c'est en fait de tester, voir en fait quelles sont en fait les plateformes qui sont vraiment plus adaptées à votre niche, à votre produit, pour pouvoir en fait aller chercher en fait des résultats. Canon. Juste un petit truc parce que vous les marketeurs en publicité, vous utilisez du jargon. Ah, j'ai remarqué. Donc ROAS, c'est le Return on Ad Spend, le coût de revient, je crois, si on francise, de la publicité. C'est-à-dire pour 1 € investi, combien vous avez en échange. Donc ça, c'est le ROAS qui est un peu une unité de mesure très classique en publicité et vous pouvez d'ailleurs la retrouver en tant que telle dans votre relevé de performance sur Facebook. Et j'adore ce que tu nous as dit. Tu as dit un truc très important pour moi. Dans un premier temps, tu as utilisé le mot organique. Et le meilleur conseil, je pense qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est avant de faire de la publicité, comprenez ce qui marche de façon organique. Finalement, la façon la plus sûre de faire de la publicité, c'est bien de prendre quelque chose qui a marché et l'amplifier. Parce que moi, je dis toujours, la publicité, c'est pas un moteur, c'est un amplificateur. Si vous avez quelque chose qui ne marche pas déjà sur 500 vues en organique, 500 personnes qui viennent sur vos réseaux sociaux, ça ne va pas plus marcher avec la publicité et vous allez perdre de l'argent. À contrario, booster un contenu qui cartonne déjà. Et en plus, Honoré, tu nous donnes le petit tips de faire une campagne d'influence parce qu'en plus, on y ajoute la dimension preuve sociale, c'est-à-dire c'est pas nous qui le disons, c'est nos clients, c'est ces gens qui nous aiment, c'est ces gens qui vous influencent, ces gens dont vous appréciez le train de vie. J'ai adoré ta réponse. Le troisième élément étant ultra grosse marketing. Tu nous as dit, en fait, on met pas ses œufs dans le même panier, on fait pas du gut feeling, on va mettre une toute petite enveloppe sur plein de plateformes et voir ce qu'il en ressort. On arrive dans la dernière partie du podcast. Et là, j'ai envie que vraiment, à la fin du podcast, les débutants, les gens qui cherchent encore un petit peu comment ça fonctionne, les Facebook Ads, ils aient tout compris. Et pour ça, il faut qu'on passe par la partie quelles sont les grosses erreurs à éviter et quelles sont les meilleures pratiques pour se lancer demain. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Disons, on va commencer par les bonnes pratiques. Donc, pour moi, en fait, en termes de bonnes pratiques, je les ai reparties en fait en 4 étapes pour lancer en fait une publicité en fait qui va cartonner. Donc, l'objectif, c'est que, comme tu m'as dit, sur ton podcast, c'est la pratique qui est plus importante. Du coup, j'ai essayé de résumer ça comme je peux. Donc, la première étape, ça sera vraiment l'étude approfondie en fait de son client. Donc, il faut d'abord commencer par étudier qui est son client. Donc, l'idée n'est pas ici de se limiter à tout ce qui est en fait désir, mais l'idée, c'est d'aller vraiment plus en profondeur pour trouver en fait tout ce qui est lié aux émotions, à la psychologie en fait du client. C'est très important. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre en fait une publicité qui cartonne en fait et une publicité qui est juste jolie et qui ne rapporte rien derrière. La deuxième étape, ça sera en fait de définir les axes marketing. C'est comme j'expliquais en fait au tout début en fait du podcast. Donc, essayez de voir en fait quels sont les axes les plus pertinents en fait pour lancer donc vos publicités. Ensuite, vous allez passer à l'étape numéro 3, la mise en place en fait des créatifs. Donc ici, je fais appel à tout ce qui est en fait le copywriting en fait de vos tests publicitaires, de vos créatifs. Ça peut être des vidéos, des affiches, des carousels. Et la quatrième étape, ça sera en fait tester, en fait analyser, optimiser et ainsi de suite. Donc vous testez. Vous aurez les résultats, vous observez, vous analysez et vous optimisez et vous reprenez en fait le cycle et comme ça de manière continuelle. Pour rebondir en fait sur quelles sont les erreurs surtout à éviter, je vais commencer par dire simplement en fait croire sous parole vraiment ce que disent les gourous en fait de l'internet. C'est vraiment la pire erreur selon moi parce qu'en fait il n'y a pas de méthode unique, il y a plusieurs méthodes pour arriver en fait en home. Et clairement aujourd'hui j'ai la chance en fait d'accompagner des marques, de petites marques qui commencent simplement ou en fait de grandes marques, ce qui me permet aujourd'hui en fait de comprendre qu'il y a plusieurs méthodes. Parfois vous arrivez et puis voilà tout est nouveau, il faudrait apprendre, il faudrait se réadapter. Tout ce qu'on vous dit en fait sur Internet, vous pouvez les prendre et le tester en fait. Deuxième erreur en fait à éviter, pensez en fait que vraiment la maîtrise par exemple d'une plateforme, par exemple la maîtrise de Facebook seulement pourra vous aider vraiment à tout exploser. Non, la publicité en fait on s'adresse aux humains. Et du coup, derrière, tout ce qui compte le plus, en fait, c'est la première étape qui est vraiment la recherche, c'est la compréhension de la psychologie, en fait, du client, le besoin profond, en fait, du client.
Et donc, surtout, en fait, aussi, l'erreur à éviter, ne pas avoir, en fait, le back-end. Les gens misent tous, en fait, sur la publicité, oublient, en fait, tout ce qui est, en fait, SMS, email marketing, alors que ça apporte vraiment un retour sur investissement de dingue. Je prends l'exemple des e-commerçants. Avec l'SMS et l'email marketing, ça nous permet, en fait, de générer entre 15 à 30% de leur chiffre d'affaires. Et sachant que, là, vous ne dépensez rien, vous avez, en fait, une base de données, il faut juste, en fait, l'exploiter. Dernière erreur aussi qu'il faudrait vraiment éviter, ne considérez pas en fait de la publicité comme la stratégie unique. Il faudra en fait prendre vraiment votre marque dans sa globalité, essayer en fait de construire une stratégie globale en prenant en considération tout ce qui est organique, tout ce qui est publicité, de l'influence ou tout ce qui est en fait expérience client. Il faudrait vraiment mettre en place une stratégie plus globale au lieu en fait de dire ok, la publicité Facebook ou bien la publicité en fait c'est votre sauveur, c'est la seule chose qui va vous permettre en fait de réussir. Trop bien. Le gros écueil à éviter, en tout cas de ce que je vois, le gros défaut des pubs Facebook, c'est quand même souvent la créative, c'est-à-dire le visuel, quoi. Et ça, c'est un métier et c'est difficile d'après Canva de faire, ou les outils dont on dispose quand on n'est pas designer, de faire un truc à sa sauce sans dégoûter, quoi. Des petits conseils pour faire un bon visuel de pub, ce serait quoi? Un texte, des couleurs vives, c'est quoi les règles? C'est pas une question aussi de couleur. Je dirais en fait que c'est vraiment plus une question en fait de message. Plus le message il est clair, plus ça attire l'attention en fait du client. Donc restez vraiment dans le cadre des trucs vraiment sobres et aussi si tu veux créer en fait des textes publicitaires et genre des créatives, il faut aller s'inspirer de ce qui existe déjà. Pour mieux faire, il faut s'inspirer en fait de ce qui existe. Allez dans le business manager de Facebook, regardez ce qui existe déjà. Voyez ce que vos concurrents font et faites mieux en fait que c'est aussi simple que ça. Si tu veux partir de zéro, c'est normal en fait que tu crées un truc vraiment basique. Mais si tu vois déjà ce que font en fait tes concurrents et tu veux t'inspirer d'eux, pour faire mieux en fait, tu auras plus en fait de résultats et en fait ton niveau basique serait plus élevé en fait que ta concurrence. Canon. Et d'ailleurs, ça, c'est une super astuce que plein de gens ne connaissent pas encore. On peut effectivement très facilement aller regarder les pubs qui tournent chez ses concurrents sur Facebook, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur les autres plateformes. Comment est-ce qu'on fait? Tu peux nous rappeler la manip? Ça se passe sur la page entreprise et c'est dans Ads, c'est ça, si on veut aller regarder les pubs qui tournent chez nos concurrents? Vous arrivez sur la page en fait de vos concurrents, donc vous allez au niveau, vous regardez à gauche, normalement si vous êtes sur le PC, donc vous allez voir en fait c'est écrit transparence de la page. Donc vous cliquez à droite en fait le lien qui se trouve là-dessus, il est écrit voir tout. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez voir en fait, il y a en fait accéder à la bibliothèque publicitaire. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez atterrir en fait sur les publicités. Vous pourrez voir en fait tout ce qui se passe, ce que vos concurrents font, et puis vous pourrez vous inspirer donc dans la création de vos contenus ou même dans vos textes publicitaires. Mais surtout, ne copiez pas. Bah oui, non, faut pas copier, mais petite ruse de renard quand même, si vous voyez qu'une publicité est là pendant longtemps, vous pouvez vous dire que certainement, c'est un message qui marche bien auprès d'une audience similaire à la vôtre, puisque la marque continue à faire durer cette publicité et que tout le monde fait la même chose. On fait durer les publicités qui marchent bien. C'est une super ressource que d'aller regarder ce qui se fait. Et puis même de façon générale, chez des marques que vous aimez, qui sont potentiellement aussi des partenaires, juste des marques qui parlent aussi à vos audiences cibles. Par exemple, si vous êtes une marque de sac à main, vous pouvez aller regarder le vernis que porte votre dernière cliente. Qu'est-ce qu'il raconte de son univers de marque sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il utilise comme publicité? Encore une fois, il faut travailler son message. Donc, c'est ça qui compte. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, Honoré. En plus, je suis vraiment ultra flattée que tu aies trouvé du temps pour nous le jour de ton anniversaire. Donc, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des mots de remerciement pour l'épisode, te demander des précisions sur certaines choses, te supplier de refaire un épisode pour Marketing Square? Où est-ce qu'on peut t'écrire? Je suis très actif en fait sur LinkedIn. Il suffit juste de me laisser un petit message sur LinkedIn et je vous réponds en fait le plus rapidement possible. Trop bien. Je mettrai le lien de ton LinkedIn dans les ressources de l'épisode. Honoré, merci d'avoir été avec nous. Encore joyeux anniversaire. Et pour tous ceux qui nous écoutaient, pitié, envoyez un petit message à Honoré. Ça lui fera trop plaisir pour lui souhaiter bon anniversaire. Si vous vous intéressez à la publicité, c'est un super créateur de contenu que j'ai découvert via mon réseau LinkedIn et je ne l'ai pas lâché depuis. Honoré, je te dis à très vite et à tous ceux qui nous écoutent, à très bientôt sur Marketing Square. Ciao! Super, merci beaucoup, Caro. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business.
En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.